vais ressentir quand j'allais arriver là-bas? Est-ce que peut-être je vais pleurer ou comme je vais être tellement nerveux que je vais commencer à rire ou peut-être je vais juste rien sentir? Alors, on arriva au premier ghetto et j'étais un peu surpris parce que comme là-bas il y avait beaucoup de monde. On avait tous des écouteurs et on avait une guide. Elle commençait à nous guider, nous expliquer ce qui s'est passé et tout. Mais honnêtement, ça c'était vraiment pas le sentiment que je pensais aller avoir. C'est vrai, on a vu les chambres à gaz, ça c'était une peine qu'on a eu aussi. J'ai vu les fours, ça c'était vraiment. J'étais choqué. Mais c'est pas ça que je pensais ressentir après cette rencontre. On continue les histoires, on continue le voyage, les histoires les histoires, les chants. Et on arrive à Majdanek. Majdanek, c'est un camp que moi j'ai pas pu honnêtement rentrer parce que je suis Cohen et parce que là-bas il y avait des corps qui a été enterrés là-bas, alors moi je pouvais pas passer. Mais c'est ce que tous mes amis m'ont dit, que c'était vrai, ils faisaient là-bas des choses atroces. Et là-bas ce que j'ai vu qui m'a vraiment choqué, c'était, vous voyez tout le long de cette chambre, c'est à peu près le diamètre. Imaginez, faites un cercle comme ça. Et dans ce cercle, il était rempli des milliers et des milliers de cendres de juifs, de corps qui ont été brûlés. Ça vraiment, tout le monde était bouche bée, personne parlait, on se regardait, on disait, on savait pas ce qui se passait, c'était comme, on n'arrivait pas à croire qu'il s'est passé un corps qui a été brûlé et les cendres, comme quand on brûle un pain, les cendres, c'était des corps. On était tous choqués, moi je savais pas quoi penser. Ce jour-là, il faisait très froid et c'est là que j'ai commencé à sentir cette peur. Je commençais à sentir le regret, l'angoisse, la vengeance, je sentais leur souffrance, je sentais leur faim, tout ce qui souffrait, on dirait que je le sentais. Nous aujourd'hui, on a des manteaux, toutes marques, ils sont chauds et on se plaint parce que d'ici en sortant d'entrer dans la voiture, on se plaint parce qu'on a froid. Eux, ils portaient un pyjama troué. Et leur température dehors, c'était peut-être 2 fois la température de ce qu'on a d'une journée de plus froide en hiver de nous. Je ne sais pas si vous avez à vous imaginer. Est-ce que peut-être un d'entre vous, ils savent qu'est-ce qu'ils mangeaient? Vous savez, nous on se plaint parce que des fois de temps en temps on doit jeûner 2-3 fois par année. Eux, ils jeûnaient pratiquement tous les jours. Ils mangeaient un pain qui était dur comme de l'acier et ils buvaient un café qui coulait au goudron. Vraiment comme j'aurais préféré jeûner. Les atrocités, la mort, les maladies, les expériences, le lit sur quoi ils dormaient, c'était pratiquement du bois. Et de suite ça, ils travaillaient tous comme des chiens toute la journée. Ils se faisaient torturer. C'est vraiment imaginable ce qui s'est passé. Cette journée qui s'appelle Yom HaShoah, il faudrait s'en rappeler tous les jours et en aucun cas être jamais oublié. Pour moi, après on est parti en Israël, mais le voyage de la Pologne, pour moi, il s'était un peu fini là. Mais c'est vrai que j'avais eu des peines, j'avais eu des angoisses, mais je n'ai pas eu le sentiment que je pensais ressentir. Quand je suis revenu, une semaine après du voyage de Pologne, j'étais à une bar mitzvah, à Bet Israël Bet Aaron, là. Il y a plein d'Ashkenaz là-bas. On a prié, on a fini la prière et tout. Et j'étais avec un ami que lui, il a fait March of the Living. Il a fait tout ce qu'on a fait nous, mais avec toutes les autres écoles. Organisé dans tout le monde. À la fin de la prière, il me dit, tu vois là-bas cet homme-là avec les cheveux longs blancs, je le voyais de dos. Et il avait des très longs cheveux platine blancs. Je suis comme, ouais, pourquoi qu'est-ce qu'il se fait? Il se fait un kiff maintenant avec les cheveux. Il est comme, non, je t'explique. Il me dit, quand lui il était en Pologne, ça m'a un peu choqué parce que je venais de revenir, j'étais sous le choc. Il me dit, c'est sa femme qui avait l'habitude de lui couper les cheveux. Et depuis qu'ils ont tué sa femme dans le camp de concentration, depuis qu'ils l'ont tué, alors il s'est dit sur lui qu'il ne veut plus couper les cheveux, personne ne touche ses cheveux. C'était pour lui une chose qu'il a pris. Pour moi, ça m'a choqué. Il m'a dit après que comme il s'est sauvé, vous savez, les grands tombes qu'on a vus, c'était des grands tombes, ils se mettaient un à côté de l'autre et ils tiraient et tombaient dessus. Il m'a dit que lui, il s'est sauvé comme ça, il a fait
il a fait semblant qu'il était mort. Là, il a fait semblant sa mort et après il s'est évadé. Et j'ai vu, lui, il faisait chaque année ce voyage, March of the Living, il partait avec avec tous les enfants et il refaisait cette expérience. Il pensait que moi j'étais un élève de là-bas. Alors j'ai vu là-bas, il a serré la main de mon ami. Moi je suis venu, j'ai serré la main, j'ai regardé et je l'ai enlacé. Et dès que j'ai enlacé là, j'ai senti tout. J'ai senti la peur, j'ai senti l'angoisse, j'ai senti comme les corps. J'ai eu la chance de pouvoir, d'avoir vu un survivant de l'Holocauste et pouvoir dire à mes enfants que je lui dis, tu vois, cette histoire c'est vrai parce que moi j'ai vu un survivant. Je peux le dire dans quelques années qu'ils ont la vie longue, mais je pense pas que mes enfants ou vos enfants, n'importe qui, ils auront la chance de les voir. Et bon, au Hachem, j'ai la chance de raconter ça à mes enfants que j'ai pu voir un survivant et que je suis tellement content que j'ai été témoin de cette vérité et personne ne peut me l'enlever. Et que B'ezrat Hashem, je vais pouvoir raconter cette histoire aux gens et qu'ils s'en souviennent. Et nous aussi, on a la chance de pouvoir témoigner ce qui s'est passé. Alors ne perdons pas cette chance. Merci.